Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, ça vous regarde en version déconfinée, c'est parti. Voici le sommaire. L'automobile a-t-elle encore un avenir en France? Le président vient d'annoncer un plan massif de soutien à la filière frappée de plein fouet par la crise. Mais dans le même temps, Renault s'apprête à licencier massivement en fermant plusieurs de ses sites. Comment convaincre que l'État a les moyens de garder son industrie? La souveraineté industrielle est-elle autre chose qu'un mot dans l'air du temps? C'est notre grand débat dans un instant. Salaire brut, 1 400 €. Quelle profession commence à ce niveau de rémunération avec un bac+3? Réponse, les infirmières. Au lendemain du coup d'envoi du Ségur de la santé, nous recevrons le porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers pour un dialogue sans concession avec le législateur. Enfin, le jour d'après, nouvel épisode de notre collection d'entretien. Ce soir, la dette, les montagnes de dettes qui s'abattent sur l'État. Qui va payer la facture du Covid-19? L'analyse du prix Nobel d'économie ce soir, Jean Tirole, à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme, #CVR. Ça n'a pas changé. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. L'automobile symbolise à elle seule notre tissu industriel. Voilà sans doute pourquoi Emmanuel Macron tenait à présenter lui-même le plan de soutien à la filière. Il s'agit d'un plan de défense de notre emploi industriel qui va être confronté à l'une des plus graves crises de son histoire. Il s'agit d'un plan de souveraineté industrielle automobile qui a vocation à relocaliser de la valeur ajoutée et à nous battre pour que la valeur ajoutée et les secteurs d'avenir se fassent en France. Et il s'agit donc bien d'un plan d'avenir de l'automobile du XXIe siècle. Voilà 8 milliards pour l'automobile, des mesures d'aide à l'achat de véhicules, l'augmentation du bonus écologique, prime à la casse renforcée, soutien aux constructeurs, aux sous-traitants et investissement dans l'électrique. On en parle ce soir avec vous, Bruno Millienne. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député MoDem des Yvelines, circonscription dans laquelle se situe l'usine de Renault de Flins. Vous nous direz si vous êtes inquiet ce soir ou rassuré. On sait que la presse place ce site dans les 4 sites menacés. On en parlera. Bonsoir Benjamin Cuc. Et merci d'être là. Vous êtes journaliste, spécialiste du secteur automobile. Je cite le livre noir de Renault aux éditions First. C'était en 2013. Il y en a eu d'autres depuis. Il y en a eu d'autres. Sur Citroën, Ford. Mais c'est Renault qui fait la une de l'actualité. Voilà. Je vous donne la parole, messieurs, dans un instant. Celui qui va nous planter le décor de ce plan de sauvetage du secteur de l'automobile, c'est Blacko, Stéphane Blakowski, derrière son écran ce soir. Si j'ai bien compris, on y va. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir, Myriam. L'automobile ne va pas si mal. Si j'ai bien compris, Myriam, vous m'arrêtez si j'ai mal compris, mais si j'ai bien compris, cette épidémie de Covid, c'est vraiment une chance inespérée pour l'industrie automobile française. Alors, vous devez me trouver très très optimiste, mais ça c'est parce que j'ai lu une citation de Bernanos dans le journal qui disait « L'optimiste est un imbécile heureux, tandis que le pessimiste est un imbécile malheureux ». Alors, vous voyez, depuis j'essaie de voir le bon côté des choses. Pourtant, je sais bien, l'industrie automobile là est vraiment au fond du trou. Moins 80% des ventes sur ces 2 derniers mois. Mais justement, c'est quand on est au fond du trou qu'on peut mettre la fameuse impulsion des 2 pieds pour remonter à la surface. Bon, cette crise du Covid, c'est vraiment l'occasion rêvée pour les constructeurs d'accélérer les 2 grandes mutations qu'on attend de leur part. C'est-à-dire, premièrement, fabriquer des voitures moins polluantes, et donc électriques, et deuxièmement, fabriquer ces voitures en France pour relancer l'emploi chez nous. Mais bon, même en étant très optimiste, on sent qu'on part vraiment de loin, même de très loin. Pour ce qui est de la relocalisation, par exemple, c'était pas franchement dans l'air du temps récemment. Là. Le nouveau modèle Renault s'appelle Clio, il est construit en Slovénie et en Turquie. Le nouveau modèle Peugeot, lui, c'est la 208, il est fabriqué au Maroc. Pour ce qui est de développer des véhicules électriques, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Je vous montre un graphique assez éloquent, à mon avis. Vous voyez, c'est la part de véhicules électriques dans le nombre de voitures vendues en France. Alors vous me dites, c'est vide. Non, pas du tout, regardez bien en bas. Il est là, c'est les titres. Donc il y a une croissance constante, mais ça reste encore très faible. Donc on en parle de ces voitures électriques, mais on n'en vend pas tant que ça. Et donc même si avec la prime de 7 000 €, ça peut devenir avantageux, ça va prendre du temps.
Alors, je ne sais pas si le président Macron a lu Bernanos, comme moi pendant les vacances, mais en tout cas, il est optimiste et il a fixé des objectifs, on l'écoute. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'1 million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides, et de consolider en parallèle notre empreinte industrielle. Alors, voilà un objectif optimiste. Mais bon, cela dit, avant de l'atteindre, il va déjà commencer par déstocker ces 500 000 voitures qu'on n'a pas réussi à vendre ces derniers temps. Donc, 96% de ces voitures sont des voitures à essence ou des voitures diesel. Donc, on sent bien que le nouveau monde est en gestation. Et simplement, on va devoir attendre un petit peu, je pense, pour qu'il naisse. Et attendre encore un petit peu plus longtemps pour qu'il fasse ses premiers pas. Mais restons optimistes. Mais absolument, toujours un optimisme avec clairvoyance relativement prudent. Je voudrais qu'on fasse un point, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà dans le papier de Stéphane, sur cette crise. 400 000 véhicules qui attendent, voire 500 000 d'ici la fin du mois, dans les parkings qu'il va falloir absolument déstocker. Mais cette crise, elle ne date pas du Covid, la crise de l'automobile français. Elle ne date pas du Covid, mais elle était sous un tapis, entre guillemets, parce qu'on avait un début d'année qui partait en fanfare, et sur la voiture électrique, qui était la dernière à bénéficier d'un bonus en 2020, a commencé avec 5% de part de marché. Et donc c'était l'explosion. 2020 devait être l'année de la voiture électrique. Déjà, dès janvier, c'est annoncé comme tel. Mais l'annonce du million de voitures produites à horizon de 2025, c'est intéressant. L'objectif de long terme. C'est intéressant parce que si vous prenez la somme, le président de la République dit voitures hybrides rechargeables, hybrides et électriques. Si vous faites la somme de toutes ces voitures qui sont fabriquées déjà actuellement, on doit déjà être à plus de 200 000, parce que Toyota fabrique des Yaris, 200 000 Yaris hybrides à peu près par an en France déjà. Mais vous pouvez nous expliquer pourquoi dans ces cas-là il y avait déjà une crise qui préexistait au Covid, parce qu'on sent bien que personne n'a pu vouloir acheter de voiture, c'était pas possible. Les ventes ont chuté de 90% pendant ces 2 derniers mois. Mais avant, le marché, même si dans les tout derniers mois, il était un tout petit peu plus en sursaut, pourquoi la voiture française marche moins bien ? Pourquoi la voiture française marche moins bien ? Parce que pendant des années, on nous a expliqué que nos emplettes étaient nos emplois, comme on dit, et que toutes les voitures françaises étaient délocalisées par une gestion de gribouille de la part de l'État actionnaire qui s'est comporté comme un fonds de pension. Moins 7,8% de part de marché déjà sur janvier-février. Donc ça, c'est avant la crise du Covid. Oui. Mais c'est parce que l'État avait remis les clés dans les mains d'un malfrat qui s'appelle Carlos Ghosn, c'est tout. D'accord, mais je vous parle pas seulement de Renault. Il n'y a pas que Renault qui va mal en France. Oui, et nous, il n'y a pas que... PSA a bien rebondi. PSA a bien rebondi. La 4e voiture la plus vendue, je crois que c'est la 3008. C'est une voiture dont le prix moyen est à 35 000 €, quand une voiture moyenne en France se vend 27. Ça va bien, quoi. Et depuis on est à moins 88,8% par rapport à l'année dernière. On va attendre de voir quand même ce que donnent les résultats mai-juin sur les prises de commandes de véhicules dans les concessions. Parce que moi, j'ai fait un peu le tour. Je n'ai pas été chez les Français, je vous le dis, mais il faut que j'y aille. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir les Français encore. Mais chez les étrangers, notamment chez les Allemands, le redémarrage a été quasi identique à l'arrêt. Oui. Donc, c'est-à-dire, en Allemagne, on est en train de nous dire qu'on risque d'avoir les voitures parce qu'on ne veut plus prendre les transports concessionnaires allemands en France. Donc, on est en train de nous dire que si ça se trouve, les Français, leur priorité, c'est pas d'acheter une voiture. Je suis pas persuadé que ceux qui avaient l'intention d'acheter une voiture avant la crise aient renoncé à l'acheter. Ben non. Donc, c'est juste effectivement retardé dans le temps. Mais je pense que effectivement les ventes vont se faire. On est assez. Vous ne craignez pas Je trouve qu'on est très pessimiste sur le. De peur des ménages des Français qui préféreraient épargner, qui ont peur de la crise économique, qui pourraient les toucher. Le renouvellement d'une voiture, c'est tous les 40 mois à peu près, dans l'achat d'une voiture neuve, entre 36 et 40 mois. Donc, et il se trouve que juste avant le confinement du 15 mars, on arrivait dans la fameuse période des journées portes ouvertes chez tous les constructeurs, qui est une semaine de promotion où tous les constructeurs ils étaient à fond. C'est le solde de l'automobile. On vous offre l'autoradio, la climatisation. Bon, tout ça, toutes les voitures l'ont aujourd'hui. Mais on fait des grosses périodes. Donc ils avaient stocké des voitures qu'ils avaient prévu de vendre. Donc c'est juste un décalage dans le temps aussi. On peut voir ça comme ça. Alors si on regarde les mesures à présent, on va en lister les principales. Vous avez d'abord, on en parlait,
parlait, le bonus écologique, là c'est très clairement un petit coup de pouce, même un gros coup de pouce, hein, pour tous ceux qui... Hybride et hybride rechargeable. Non, pas hybride simple, hybride rechargeable. Hybride rechargeable, on n'a pas mis les hybrides. Non, pas mis les hybrides simples. 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique pour un particulier, 5 000 pour une entreprise, 2 000 € pour un achat de véhicules hybrides. Franchement, est-ce que ça va booster l'électrique? On a vu d'où on partait. Quand on sait que la Zoé de Renault, elle est quand même à plus de 20 000 €, 23 000, 25 000, on se dit, les ménages modestes, c'est pas pour demain. C'est sûr que c'est pas. J'ai vu que que le plafond de base, c'est plus l'équivalent du SMIC pour pouvoir bénéficier d'une prime à la conversion. Ça a été le gouvernement a réaugmenté le barème pour bénéficier d'une prime à la conversion. 3/4 des Français vont pouvoir bénéficier. Ça, c'est autre chose. Voilà. Sur l'électrique. Oui, mais parce que je voudrais d'abord sur les mesures écolo, parce que la conversion, c'est pas forcément du vert. Sur l'électrique, c'est important aussi, parce que ça met des voitures avec ces primes, et puis il y a des primes locales qui viennent. Par exemple, si vous habitez Marseille ou les Bouches-du-Rhône, vous avez le droit à aussi quelques milliers d'euros de primes supplémentaires. Et des primes qui sont cumulables en France d'une région à l'autre. Donc, sur l'électrique, c'est très incitatif. Vous pensez que ça va marcher? C'est très incitatif, parce que Renault prépare la Kwid électrique, la KZ2, qui est un petit SUV, une petite mini citadine électrique, 100% électrique. Et le groupe Volkswagen a déjà lancé, ça devait être un peu la grosse annonce du printemps, mais 3 véhicules sur la base de Seat, Skoda et Volkswagen, de petites voitures électriques aux alentours de 12 000, 13 000, 14 000 €. Donc, c'est-à-dire que pour 12 000 €, vous aviez une voiture qui ne vous coûte rien à l'usage. Une Skoda Citigo ou une Seat électrique. Bonhomme Ilienne, sur l'électrique, pour répondre quand même à Stéphane Blakowski, quand on voit d'où on part sur la vente de l'électrique... On part de loin. C'est un reproche qu'on peut faire aux constructeurs français. On se dit qu'on est loin de la transition quand même. Un reproche qu'on peut faire aux constructeurs français, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas été sur cette technologie aussi vite que nos amis japonais, notamment Toyota. Sur l'hybride, ça fait 10 ans que Renault vend des Zoé. Ça fait 10 ans que Renault vend des Zoé. Après, je ne sais, moi, j'arrive pas à comprendre. Écoutez, j'ai fait l'expérience dans ma circonscription, quelqu'un qui a un vieux véhicule diesel qui pollue, etc. Et quand on regarde le coût à l'année du véhicule, il commence à être assez important. Et le gars me dit, mais moi, j'ai pas les moyens d'acheter une Zoé. Ça coûte trop cher, ce que vous avez dit. Je dis, pourquoi tu l'achètes? Pourquoi tu la loues pas? Oui, c'est plus intéressant. Pourquoi tu la loues pas? Pourquoi tu fais pas une LOA ou une location à longue durée? À la propriété d'un véhicule, mais oui, mais il faut comprendre quand même. Il faut quand même comprendre qu'on a fait le calcul tous les deux. On a fait le calcul tous les deux. Et au bout du compte, alors il n'était pas gagnant de beaucoup avec la Zoé. Il était peut-être gagnant de 20 ou 30 € par mois, mais c'est quand même 20 ou 30 € par mois. Et l'argument final, pour moi, ça a été, c'est bien. Donc, il faut des SUV aussi. Parce que l'argument final, il est chasseur. Il m'a dit, oui, mais comment je mets le chevreuil dans le coffre de la Zoé? Voilà. Allez-y, Benjamin Cuc et Stéphane Blakowski vont intervenir après. Sur l'argument de la location, au contraire, moi, pour une voiture électrique, si je devais en acheter une demain, j'irais plutôt la prendre en LOA. Pour une raison. C'est que vous avez la garantie qu'elle est reprise dans 3 ans par le constructeur et vous n'êtes pas embarrassé à la vendre parce qu'on sait à peu près ce que vaut une Twingo thermique. Vive la location de voiture. Vive Stéphane. Mais la LOA a beaucoup augmenté. Stéphane nous entend, je le sais, mais la LOA et LLD, ce sont des systèmes de vente qui ont excessivement augmenté ces dernières années en France. Et tant mieux. Grâce à la faiblesse des taux d'intérêt. Oui, ça vous fait sourire ou pas, Stéphane Blakowski, cet échange? Moi, non, simplement, j'entendais l'espoir qu'on avait que tout le monde s'équipe, et notamment les gens les plus modestes, avec des véhicules électriques. Mais je suis le savant de la veille, vous savez, j'y connaissais rien hier et j'ai lu toute l'après-midi sur le sujet. Et je vois le classement des ventes en France. Donc la Zoé en tête. Et la deuxième voiture dans le classement, c'était une Tesla. Donc une voiture américaine qui coûte cher quand même. Et donc on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de marché, quoi. Il n'y avait pas de voiture Peugeot. Donc c'est soit une Zoé, soit une bagnole pour les gens qui ont vraiment les moyens d'acheter la 208, la 2008, la DS. Alors on n'est pas très performant sur le marché. PSA, où est le classement des ventes, monsieur Cuc? Excusez-moi. PSA a longtemps eu juste 2 petites voitures qui étaient la C0 et la Peugeot Ion qu'il avait beaucoup de mal à vendre. Et là, le groupe a fait une grosse offensive avec la DS3 chez des Crossback, la 2008, la 208. Il y a des voitures hybrides chez Citroën aussi. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que est-ce que là, les nouvelles mesures, est-ce qu'elles vont être plafonnées
comme étaient les précédentes mesures. C'est-à-dire que le plafond pour bénéficier d'une prime à l'achat d'une voiture électrique, une voiture électrique ne devait pas excéder 45 000 € précédemment. Est-ce que là, on a fait sauter le plafond? Parce qu'il ne faudrait pas voir non plus... Il faut regarder dans le détail. En tout cas, le président Macron n'a pas annoncé ça. Les gens qui achèteraient des Tesla, bah oui, ça leur fait une belle... Donc il y a de l'investissement très clair et de l'incitation sur une transition verte, donc l'électrique, avec d'ailleurs un grand plan pour installer des bornes sur tout le territoire. Oui, mais ça, c'est encore... Et la batterie, Renault va passer... dans l'Airbus de la batterie, ça c'est du long terme. À court terme, les ménages modestes, et c'est là qu'on est moins écolo, les primes à la casse, c'est le nom commun pour dire la prime à conversion. Là, on est sur de la voiture qui pollue, sur du moteur thermique. Oui, alors moi je voudrais qu'on arrête un tout petit peu là-dessus. Effectivement que ça pollue plus qu'une voiture électrique, mais peut-être pas si vous regardez le bilan carbone complet de la voiture, hein. Non, ça je suis pas d'accord avec vous. Une voiture électrique a un bilan carbone sur son cycle de vie total, du puits à la destruction de sa source matière première jusqu'à la destruction, 3 fois moindre qu'une voiture thermique à puissance équivalente. Toutefois, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que la France, dans tous les pays industrialisés, dans l'Union européenne, a le meilleur bilan carbone par habitant pour une voiture. C'est-à-dire qu'on est à 111 grammes. Les Français, je ne sais pas ce que vous avez vous comme voiture, mais votre voiture en moyenne, elle va émettre 111 grammes. Les Allemands, c'est 140 grammes. Les Anglais, c'est 150. Donc on n'est pas si mauvais. 3 000 € pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. Oui. 5 000 pour l'achat d'un véhicule électrique qui se rajouterait au bonus écologique. Là, je parle de changer de véhicule. Et entre 3 et 5 000 pour l'achat d'un véhicule hybride. Il faut faire aussi des gestes quand c'est la crise économique pour les ménages plus modestes, il faut déstocker tous ces véhicules qui sont sur les parkings. Ce sont des moteurs à essence qui sont sur les parkings. Oui, mais faiblement émetteurs. Ça ne va pas être des gros moteurs, c'est pas des gros V6. Ouais, on a une image, là je vous rejoins, on a une image de la voiture thermique aujourd'hui qui est une voiture excessivement polluante comme celle qu'on a connue chez nos parents ou nos grands-parents. Les moteurs ont énormément progressé, enfin même en diesel. Pourtant, je ne devrais pas le dire, je vais me faire engueuler, mais l'AdBlue en diesel, ça a été une vraie révolution pour les moteurs diesel en termes de pollution. Alors, c'est pas suffisant. On ne peut pas rester sur les moteurs thermiques, il faut qu'on avance vers les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, c'est les voitures propres, et demain les voitures connectées. Ok, ce plan présenté par le président Macron va dans ce sens-là, et on va inciter... Relocaliser l'ensemble de la construction automobile à valeur ajoutée, c'est-à-dire en gros tous les véhicules de l'avenir, oui. C'est ça? Tous les véhicules d'avenir, et je pense qu'effectivement, on l'a vu... vous y croyez, ça? Vous pensez que c'est possible? Ça veut dire qu'on va fermer des usines à l'étranger, on va faire revenir ces constructions en France? Le problème n'est pas d'y croire ou pas. Honnêtement, le problème n'est pas d'y croire ou pas, c'est qu'on a un besoin impératif de le faire. Sinon, c'est fini. L'industrie automobile en France, on peut mettre une croix dessus parce que c'est les autres qui fabriqueront. Voilà, donc il y a un moment, on a pris quand même du retard sur des concurrents qui sont plutôt vers l'Asie, vers le sud-est asiatique, qui ont... Alors, c'est le paradoxe Renault. Renault est très en avance sur le moteur électrique, notamment, et sur l'implantation du moteur dans la voiture. Mais en termes de modèle, il n'y en a pas eu beaucoup de développés. Non, c'est ça. Mais c'était le problème. C'était, pour revenir toujours aux racines du mal, c'est qu'il y a quelqu'un qui a géré Renault de manière calamiteuse pendant une dizaine d'années. Et ça a été... Mais c'est pareil pour Renault ou pour Peugeot, non? Ça, c'est pas votre ami, c'est sûr. Non, parce que... Stéphane, Peugeot, PSA va bien. PSA va très bien. Non, je parlais sur la tactique. Moi, j'entends cette envie qu'on a tous de relocaliser, de regagner notre souveraineté. Mais je me méfie toujours des idées soudaines qui viennent de... Elles ont souvent des racines assez peu profondes. Moi, quand je gratte un peu, je vois juste que le dernier modèle Clio, qui est le modèle de Renault qui se vend le plus, a été délocalisé ailleurs, Turquie. Ouais. Le dernier modèle 208 qu'on voit partout dans les pubs, il est fabriqué au Maroc. Donc, on demande un virage à 180 degrés au constructeur. Oui et non, mais ce qui se passe, c'est que Peugeot fabrique PSA, pas Peugeot uniquement, mais PSA fabrique encore 1 million de voitures en France. Peugeot fabrique Renault fabrique encore 700 000 véhicules parce qu'il intègre aussi tous ses utilitaires à l'usine de Maubeuge et qui n'est pas en danger, elle, par contre. Apparemment, Maubeuge, Douai, c'est garanti, sinon les 5 milliards d'aides de l'État ne pourront pas être perçus. Et ce sont des véhicules qui sont rentables. On fabrique encore un peu de voitures en France. Mais effectivement, on a beaucoup délocalisé. Mais quand on a vu le comportement assez suicidaire de la CGT il y a 15 jours à Sandouville,
pour une action en justice, pour vraiment une argutie juridique, de dire ah non, il faut pas, on peut pas reprendre le boulot, alors que les gars de FO, de la CFDT, de la CFTC, de la CGT et CGC étaient tous d'accord. La CGT a fait bloquer la reprise. Pour une histoire de procédure. Pour une histoire de procédure. Bon. Mais quel exemple ça Allez, donne ? ils sont pas là pour se défendre sur ce plateau. Comment ça se passe ? Comment ça se passe aux États-Unis? On avait envie de se poser la question ce soir dans Ça vous regarde. Bonsoir François Durper, ravi de vous retrouver François. Bonsoir Myriam. Alors, vous êtes évidemment historien, spécialiste des États-Unis et chroniqueur dans cette émission. La relance industrielle à la Donald Trump, est-ce qu'elle est écolo ou pas ? Alors, vous avez parlé effectivement voiture propre, relance écolo, industrie de demain. Ça ne va pas vous étonner, mais Donald Trump, il est plus attaché à l'industrie d'hier, à l'énergie qui pollue, puisque l'énergie qui pollue, c'est le pétrole, et le pétrole est au plus bas en ce moment. L'une de ses premières mesures, vous vous en souvenez, c'était de détricoter toutes les mesures moins de CO2 qu'avait mis en place Barack Obama, notamment dans l'industrie automobile, et c'était opposé à la Californie, qui, vous savez, est l'État leader aux États-Unis sur les voitures propres. Alors, est-ce que le coronavirus lui a fait changer d'avis ? Pas du tout, parce que maintenant, il a, si vous voulez, comme atout les Américains, qui à 78% disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter américain, c'est son fameux « Made in America ». Pourquoi ? Parce que le coronavirus a montré un certain nombre de pénuries, les masques, les ventilateurs, les thermomètres pour la première économie du monde, qui n'est plus la première industrie du monde depuis 2010, c'est la Chine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Eh bien, notamment, ce qui s'est passé, c'est ce décret que Donald Trump a signé de supprimer toutes les réglementations environnementales qui pourraient entraver la reprise économique. Donc très clairement, l'écologie est sacrifiée sous l'autel de la guerre froide contre la Chine. Un dernier mot pour vous dire quand même que demain, eh bien, c'est le lancement de la fusée SpaceX. Donc là, on n'est pas dans le monde d'après, on est bien dans le monde des années 60, avec dans le rôle de la Russie la Chine qui a envoyé, vous vous rappelez, il y a 15 jours, une fusée avec son plan d'un Chinois sur la Lune avant 2024. Donc là, Donald Trump, il est dans ce monde d'hier, dans ce monde du XXe siècle où Henry Luce disait, vous vous rappelez, le XXe siècle, c'est le siècle américain, c'est la nostalgie de Donald Trump. Et là, les voitures propres, elles sont très, très loin. Merci beaucoup François pour ce tour d'horizon. C'est la fin de ce débat. Je voulais qu'on dise un mot quand même pour terminer très rapidement sur Renault. Renault peut-il faire faillite ou pas ? Non, moi je crois pas. Mais par contre, ce qui m'interroge, c'est la valeur boursière actuelle de Renault, c'est 5 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près le prêt auquel l'État va consentir. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de faire comme Barack Obama a fait en son temps pour General Motors, c'est-à-dire de racheter toutes les actions pour 5 milliards d'euros. Renationaliser provisoirement et reprivatiser ensuite. Alors, 5 secondes pour terminer. Je ne suis pas sûr de ça, parce que l'État est souvent pas très bon gestionnaire dans les industries. Donc voilà, le prêt, ça nous permet d'obtenir plus de Renault, finalement, que d'être aux commandes. Bon, et vous nous dites ce soir, Flin est sauvé ? Flin ne fermera pas. Ni aujourd'hui, ni demain ? Je ne vais pas parier pour 2030, Myriam, mais là, à court terme, la Zoé est produite à Flin continuera. Merci à tous les deux d'être venus. Mais ça aurait peut-être été une bonne idée de nationaliser malgré tout, parce que si on profite du cours très très bas de l'action Renault actuellement, donc c'est avoir l'ensemble du groupe à assez bas prix, si le gouvernement est sûr de son plan et que le cours de l'action remonte d'ici un an ou deux, on fait une bonne opération et on remonte Renault en reprise. Ce sera le mot de la fin et j'ai l'impression que voilà, vous êtes tous les deux d'accord. C'est un débat entre gens d'accord. Merci beaucoup. On va parler à présent du salaire des infirmiers et des infirmières. On les applaudit tous les soirs à 20h, vous le savez, mais cette reconnaissance doit maintenant se traduire en sonnant et en trébuchant. Alors la revalorisation sera significative. C'est ce qu'a promis Édouard Philippe hier. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien ? Surtout 200, 300, 400 € de plus. Avant d'accueillir nos invités, Rabika et Cédric Delbar ont suivi Maurice, 50 ans, 19 ans de métier. Témoignage. Merci. Maurice, 50 ans, est marié et père de 3 enfants. Il est infirmier depuis 19 ans et voilà ce qu'il gagne à la fin du mois. En travaillant les nuits et les week-ends, jours fériés, on peut avoir un salaire de 2278,35 € à la PHP. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce salaire ? Écoutez, c'est pas suffisant.
C'est tout ce qu'on vous dira. C'est beaucoup ce qu'on vous dira, c'est pas suffisant. Pas suffisant lorsqu'on se compare à d'autres métiers, lorsqu'on voit l'importance qu'on peut avoir, notamment dans la période qu'on a connue avec le Covid-19. On voit que, mine de rien, vu les efforts que l'on fait, le travail qu'on fournit, le service qui est rendu, ça ne le vaut pas, quoi. Aujourd'hui, vous dites que c'est insuffisant. Combien est-ce qu'il faudrait pour que ce soit satisfaisant? 400 € de plus, sincèrement, c'est pas volé. C'est pas volé. Sincèrement, c'est pas volé. 400 € de plus, parce que ça nous permettrait d'être plus tranquille dans la gestion financière, plus tranquille dans tout ce qui est extra. Vous savez, cinéma, loisirs et autres. Parce que là, c'est serré dans la gestion quotidienne? C'est très serré dans la gestion quotidienne. On n'a pas idée, mais même en habitant en HLM, en ayant un loyer de 800 €, je ne peux pas dire que je suis malheureux. Cependant, c'est très difficile parce qu'on a des charges. J'ai 3 enfants qui vont encore à l'école, donc ils sont scolarisés pour 2 sont scolarisés encore. Et voilà, ça a un coût tout ça. La vie est chère en banlieue parisienne. Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Au 20 du mois, au 20 du mois, c'est bon, on est à moins 200, moins 300, moins 400. Bon, voilà, on joue avec les découverts. Et après, ça repart quand la paye arrive. Et puis on gère comme ça. Le gouvernement dit avoir entendu le message. Hier, le Premier ministre a annoncé une revalorisation significative du salaire des soignants dans les mois à venir. Et on en parle avec vous du salaire des soignants. Thierry Amouroux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers, figure de proue de la contestation à l'hôpital public. Face à vous, Stéphanie Rist, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche du Loiret, député médecin, et vous étiez en première ligne co-rapporteur de la précédente réforme de l'hôpital. L'hôpital a tenu pendant cette crise du Covid. On a applaudi les soignants, tous les soirs à 20h. Vous aurez bientôt d'ailleurs une médaille. Mais franchement, qu'est-ce que vous vous dites? On est sur le point de vous augmenter. Alors, on ne sait pas encore de combien, mais il a fallu le Covid? C'est ça l'état d'esprit? Sans le Covid, pas d'augmentation? Oui, c'est ça qui est terrible, parce qu'on est quand même au 3e plan en 1 an. Il y a eu Ma Santé 2022, il y a eu le grand plan hôpital de novembre dernier annoncé par le Premier ministre. Et puis, sur le terrain, il n'y a pas un centime qui est arrivé, ni pour le personnel, ni pour les hôpitaux. Alors, le Premier ministre a dit que ce serait significatif. Il y a eu une prime, il faut l'expliquer, ça peut-être elle a un peu tardé à venir, mais vous avez eu cette prime entre 500 et 1500 € pour évidemment tout ce que vous avez fait pendant cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. Et puis, il va y avoir ces augmentations. Ça progresse, ça y est, ça discute là. Alors, pour ce qui est de la prime, elle a été de 1500 € pour les soignants du public dans 40 départements. Elle a été de 500 € pour les soignants du public dans 60 départements, donc les plus nombreux. Et puis, vous avez les héros à 0 €. Ceux qui sont du secteur privé lucratif, du secteur privé non lucratif, ceux qui sont du secteur libéral, les intérimaires et les vacataires qui sont venus dans les hôpitaux publics pour renforcer les équipes. Vous auriez préféré que ce soit l'ensemble des soignants publics comme privés qui soient bénéficiaires. Bien contraire. Sur la volonté politique, vous avez entendu le mea culpa quand même du président de la République. C'est pas rien à Mulhouse. Il a reconnu que les plans hôpitaux, on va y venir, n'étaient pas allés assez loin et assez fort sur la question des salaires. Vous la sentez là, la volonté politique ou pas? Si vous voulez, l'annonce du plan hôpital de novembre dernier, c'était on donne des moyens à l'hôpital, il va y avoir 10 milliards, etc. Et puis un mois après, il y avait le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec l'objectif de dépenses d'assurance maladie, donc le budget des hôpitaux, qui est augmenté de 2,1 à 2,3, alors que les besoins de l'hôpital sont de 4% par an avec le
coût des médicaments innovants, de la recherche, etc. C'est vrai qu'il y a eu encore des plans d'économie, même si elles étaient moins importantes qu'avant, mais sur l'état d'esprit du collectif que vous représentez, vous sentez que les lignes bougent, vous êtes confiant, parce que quand même les discours ont bougé, non? Ils ont changé? Alors nous sommes confiants par rapport à la mobilisation populaire, c'est-à-dire que la population est avec nous, parce qu'elle a réalisé dans quel état était l'hôpital, et d'ailleurs c'est les pays du Sud, que ce soit la France, l'Italie, l'Espagne, ont eu des plans d'économie depuis une dizaine d'années sur les hôpitaux, et on a eu 4 fois plus de morts que l'Allemagne, qui n'a pas eu de plan d'économie sur les hôpitaux. Donc, pour 1 euro d'économiser sur 10 ans, eh bien, on en dépense 10 aujourd'hui. Alors, on va venir sur ce que vous demandez, ce que vous réclamez, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très bien classé. Quand on regarde, je parle des infirmiers et des infirmières. On est 22e sur 33 pour la France. Une carrière, elle commence à 1 500 euros net. En début de carrière, c'est très peu par rapport à la moyenne européenne. Elle s'achève à 2 400 euros net. Qu'est-ce qui explique un tel retard, Stéphanie Rist? Alors, comme vous l'avez dit, je ne suis pas d'accord sur tout ce que vous avez dit. Certes, on sort de plusieurs quinquennats d'économies très importantes sur l'hôpital. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, quand même si je reconnais que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus vite. Nous avons quand même été le premier gouvernement depuis ces 10 dernières années à augmenter les tarifs hospitaliers, donc à arrêter la baisse des tarifs hospitaliers. On est à plus 5 milliards entre 2018 et 2020 sur les dépenses pour la santé. Restons sur les salaires, parce que là, c'est vraiment ce qui intéresse ça ne vous a pas échappé pendant le quinquennat de M. Hollande, un gel des salaires pendant 5 ans qui a fait perdre 2,4% de pouvoir d'achat des personnels soignants. Donc on est arrivé à ce moment-là et il faut relancer la machine et réélever les salaires. Vous, personnellement, comme député, vous êtes favorable à une augmentation? On va voir les montants. Moi, je me suis engagée en politique sur ce sujet. Les rémunérations des personnels soignants, des infirmiers, des infirmières. Oui, je le disais il y a 3 ans en m'engageant en politique sur plusieurs choses. Améliorer l'organisation pour que chacun puisse avoir accès aux soins et revaloriser les métiers, notamment en termes de formation. J'ai beaucoup travaillé sur la loi santé, sur la partie formation, sur l'évolution des formations des infirmières ou des aides-soignantes pour qu'il y ait une évolutivité du métier. Je crois il faut revaloriser les salaires, mais il faut aussi avoir une carrière qui puisse évoluer dans tout. Est-ce que vous reconnaissez peut-être des erreurs, ou en tout cas dans la communication, ou peut-être de ne pas avoir pris la mesure, pas forcément vous en tant que législateur, vous connaissez bien ces dossiers, mais là je parle de l'exécutif, du Premier ministre, du Président de la République, la mesure des attentes. Il a fallu quand même des mois de grève qui finalement, sans le Covid, n'auraient peut-être pas abouti. C'est quand même pas normal, non? Alors, les mois de grève ont quand même été entendus en novembre avec l'annonce du plan. Il y a eu des milliards de mis en jeu sur la table avec une reprise de la dette des hôpitaux de 10 milliards. Il faut la mettre en place. C'était en novembre. Mais ça, c'est pas les salaires. Ça, c'est pour l'investissement dans l'hôpital. Moi, je vous parle des salaires, il y a eu des primes qui ne sont pas là aussi des salaires, mais qui sont quand même... Parce que vous avez dit, il n'y a aucun argent qui est arrivé. Si, il y a quand même eu la prime pour les gens qui travaillent en urgence ou dans les services à risque qui a été mise depuis le mois de juillet. Formidable prime de 800 € par an qui a été donnée dans 4 départements sur 100. Je dis juste qu'il n'y a pas rien eu. Alors, je veux juste dire qu'il y a eu l'écoute et la sensation. Et le Premier ministre l'a dit, le cap était bon. Et je pense aussi que le cap est bon, de baisser les tarifs, de réorganiser la ville, les soins entre la ville et l'hôpital. Mais là, les augmentations, elles doivent être significatives. La question, c'est combien? Qu'est-ce que vous réclamez précisément, Thierry Amouroux? Alors, nous, ce que l'on réclame, c'est 300 € net par mois. Alors, c'est pas au doigt mouillé que l'on a calculé ça. C'est l'OCDE, donc un organisme... Exactement comme dans le reportage qu'on entendait. Voilà. Cet infirmier qui dit 400 € et on rattrape la moyenne européenne. Voilà, le différentiel entre le salaire moyen infirmier en France et le salaire moyen infirmier européen, c'est 300 €. Donc, on demande une revalorisation de 300 €. De 300, d'accord. 100 € de moins que notre témoin. Allez-y. Voilà.
Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle arrive rapidement. Parce que si on nous dit c'est 300 € pour dans 20 ans avec des paliers de 15 € par an sur 20 ans, je pense que ça va vite tourner au vinaigre au niveau des hôpitaux. Vous savez que ce ne sera pas possible de faire 300 d'un coup. C'est ce que vous attendez? Est-ce que je me trompe en disant ça, Stéphanie Rist? Est-ce que c'est possible que le gouvernement développe, j'imagine, une enveloppe budgétaire de cette taille-là? Je pense pas. Je crois que vu la crise qu'on qu'on est en train de traverser encore, ça serait réducteur de vouloir juste les 300 €. Je crois qu'on doit revoir la position de ces métiers d'aide-soignante, d'infirmière. Mais sur les 300 €, c'est oui ou c'est non? Vous êtes les... les discussions commencent. Mais vous, personnellement, si on vous dit, voilà, à partir de 300 €, le gouvernement a dit aussi, aller vers la moyenne européenne paraît logique, en restant dans les dépenses européennes, puisqu'on a les mêmes dépenses de santé. Donc il va falloir de la réorganisation à côté. Parce qu'on dépense autant que l'Allemagne, mais nos infirmières sont moins bien payées en santé. On dépense autant. Le pourcentage de PIB est le même en dépenses hospitalières que celui de l'Allemagne. Au regard de la population, on descend tout de suite au 12e rang, la France. Hein. Ça coûterait juste combien à l'État si on débloquait ces 300 € pour tous les fonctionnaires hospitaliers, type infirmiers, aides-soignantes? Est-ce qu'on a chiffré? Et surtout, une fois qu'on aura donné les 300 € en plus, par mois, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Comment on va réorganiser? J'entends bien, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est la réorganisation de l'hôpital, la question des directeurs d'hôpitaux. Mais sur ces 300 €, combien on sait? Je n'ai pas le chiffre calculé, mais c'est évidemment beaucoup d'argent, 300 € pour un grand nombre de personnels. Mais à mon sens, c'est un sujet important, la revalorisation sur lequel on s'est engagé. Il va y avoir des choix à faire et je crois, moi, je défendrai ce choix, évidemment, mais je crois aussi et surtout que c'est le moment de mettre à plat les tabous de notre système de santé pour que, enfin, ce ne soit pas que 300, mais que dans les années qui suivent... La gestion, la logique de rentabilité à l'hôpital, la tarification malade, quels sont les grands tabous? En fait, même sans prendre des grands tabous, quand on compare avec les pays européens, on a le même pourcentage de PIB de dépenses. On a en nombre de lits, à part avec l'Allemagne, qui a beaucoup plus de lits privés, à part avec l'Allemagne, on est dans les pays qui avons le plus de lits. Et pourtant, les soignants disent on manque de lits. Donc il y a un sujet organisation sur le nombre de lits, sur le territoire. Il faut arrêter de vouloir à tout prix ne pas avoir de lits vides à l'hôpital. On peut retrouver l'idée d'un lit vide à l'hôpital en cas de Covid ou de maladies qui pourraient affluer. C'est une possibilité de penser les choses enfin comme ça? Pas simplement en cas de Covid, parce qu'il faut voir que hors contexte épidémique, si les gens restent sur des brancards aux urgences, c'est parce qu'il n'y a pas de lit de disponible dans l'hôpital pour ceux qui doivent être hospitalisés. Et le record que l'on ait eu, c'est un homme de 72 ans qui est resté 5 jours sur un brancard au CHU de Saint-Étienne en juillet dernier. Parce que lorsqu'on demande au service de faire 100% d'occupation, eh bien, vous n'avez pas de lit libre pour accueillir quelqu'un qui est aux urgences. S'il y a tellement d'attentes aux urgences aujourd'hui, c'est parce qu'on a fermé 95 petits services d'urgence sur ces 10 dernières années. Donc là où vous aviez 3 petits services d'urgence où vous attendiez 2 heures, maintenant vous avez un énorme service d'urgence où vous attendez 12 heures. Je voudrais qu'on revienne à la question des rémunérations qui est liée aussi au temps de travail. Vous avez entendu le Premier ministre, il est question de remettre les 35 heures sur la table. Vous êtes aux 35 heures, j'imagine, à l'hôpital public? Non, les hôpitaux sont en 38 heures et il y a 15 RTT par an pour compenser cela. Et vous arrivez à les prendre? Non, pas du tout. Ça s'accumule sur des comptes épargne-temps, par exemple à la PHP, vous avez plus d'1 million de jours de RTT qui sont accumulés. Et c'est pareil pour les heures supplémentaires? Elles sont payées, pas payées? Alors, il y a de tout. Il y a déjà les heures gratuites, c'est-à-dire que les audits ont montré que chaque soignant fait 45 minutes gratuites chaque jour, entre l'heure de fin et le moment où réellement elle va au vestiaire. Et ça, c'est ni récupéré, ni payé. Et lorsqu'on dit, écoutez, ça fait tant d'heures à la fin du mois, on vous dit, mais c'est vous qui êtes mal organisé. Ma question, Stéphanie Rist, c'est est-ce que
en mettant fin aux 35 heures à l'hôpital, si le gouvernement va jusque-là, ou en tout cas en reposant le problème, c'est pas un moyen d'augmenter, travailler plus pour gagner plus, au fond, les infirmiers, sans passer par la case revalorisation. On parlait d'arrêter les tabous. Je connais une infirmière qui travaille dans une clinique privée pour arrondir ses fins de mois, enfin pour augmenter ses fins de mois, une aide-soignante qui travaille en ville pour aller récupérer des personnes âgées parce que de la même façon, elle doit gagner plus. Donc, ce qu'on a expliqué, c'est de dire, mettons ça sur la table et voyons comment ça peut se passer de façon pragmatique. Je crois que c'est le terme qu'avait utilisé le Premier ministre, mais je crois que ça fait partie des tabous. Plutôt que d'aller travailler ailleurs, est-ce qu'à l'heure où on cherche aussi des compétences, mais ça n'empêche la revalorisation et ça n'empêche pas aussi de mettre plus de personnel, parce que je crois que ce qui est, en tout cas de mon vécu de chef de service ou de chef de pôle ces dernières années, ce qui est important, c'est que les conditions de travail aussi soient bonnes. Il y a bien sûr le salaire, mais il y a les conditions de travail. Et actuellement, dans beaucoup de services, on n'a pas, et notamment les services qui s'occupent des personnes âgées, on n'a pas assez de personnel. Vous parliez des tabous à l'instant à l'hôpital, on évoquait ceux qui vont dans le privé ou qui cumulent avec le privé en plus du public. Il y a aussi le tabou de ceux qui préfèrent exercer tout simplement ailleurs. Bonsoir Richard Verly, derrière votre écran, je suis ravie de vous retrouver. Vous, dans votre chronique ce soir, vous allez nous parler de ces personnes, ces personnels soignants qui n'hésitent pas au fond à passer les frontières pour aller travailler chez nos voisins européens. Eh bien oui, effectivement, Myriam, une frontière, vous le savez, c'est toujours une forme de miroir. Et dans le secteur de la santé particulièrement, regardez, il y a le Grand-Duché du Luxembourg, ce petit pays de 500 000 habitants, où 40% du personnel médical vient de l'étranger. Et parmi ces 40%, la moitié viennent de France. Les hôpitaux de Metz ou de Thionville, ils en savent quelque chose. D'ailleurs, ils s'en sont relativement pleins au moment de la crise du Covid. Je me suis trouvé aussi, vous le rappelez, à Saarbrück, dans la province de la Sarre allemande, également frontalière de la France. Eh bien là, il y a eu un gros problème lors de la fermeture de la frontière le 16 mars par Angela Merkel. C'est parce qu'un certain nombre de départements dans les hôpitaux ne pouvaient plus fonctionner. Alors pourquoi les médecins et infirmières français partent à l'étranger, en Allemagne, mais aussi en Suisse, voire même en Belgique? Il y a la rémunération. Alors un seul chiffre, on va prendre celui des hôpitaux de Genève ou de Lausanne. Une infirmière démarre à 5 000 €, un médecin peut escompter entre 7 000 et 8 000 €. Mais il n'y a pas que ça. J'entendais à l'instant parler des conditions de travail. On entend souvent, et ça a été dit lors d'un sondage récent en Allemagne, les personnels français expatriés parler d'une plus grande responsabilisation, d'une meilleure organisation de travail, de moins de paperasse, de moins de bureaucratie. Bref, tout ça rend ces pays extrêmement attractifs pour une corporation qui ne se sent pas valorisée en France. Alors on pourrait se poser la question, puisqu'une grande négociation est lancée, est-ce que Madame Nota, qui est en charge de ce dossier, ne devrait pas inviter à Paris des directeurs d'hôpitaux allemands, suisses ou luxembourgeois pour témoigner et raconter ce qu'ils font? Parce qu'on l'oublie, il y a eu beaucoup de solidarité pendant cette crise du Covid. Les hôpitaux allemands, à Saarbrück notamment, ont accueilli des patients français. Il y a des échanges permanents des deux côtés de la frontière. Ce serait peut-être l'occasion de comprendre ce qui fonctionne mieux à l'étranger et pourquoi les soignants français, de temps en temps, préfèrent franchir la frontière que de rester en France. Merci beaucoup, Richard. Pour terminer ce débat, d'un mot, c'est aussi une crise de vocation que celui de soignants, d'infirmiers, parce que c'est difficile, c'est mal payé, et donc il y a moins de postes. Il y a beaucoup. Vous manquez, j'imagine, d'infirmiers, d'infirmières dans votre service, là où vous travaillez à l'hôpital public? Il manque des gens, oui, parce qu'il y a aussi une perte de sens. C'est-à-dire que nous, on veut être infirmière à l'hôpital, prendre soin des patients, et on est confronté à une administration qui nous demande plutôt d'être technicienne spécialisée dans une usine à soins, c'est-à-dire enchaîner des actes techniques sans prendre la personne, l'accompagner, lui expliquer le traitement, etc. 800 infirmières manquent à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour terminer. C'est tout l'enjeu de ce Ségur, c'est l'attractivité des métiers qui étaient en première ligne. C'est d'une part cette reconnaissance qu'on a tous auprès de ces personnels et vraiment d'essayer de construire pour demain et pour la suite une meilleure
Eh bien, vous avez cette semaine pour y parvenir, hein, puisque ce Ségur, comme on l'appelle, ce Ségur de la santé, doit accoucher de propositions négociées avec les syndicats et le gouvernement d'ici le mois de juillet. Vous restez avec nous, Stéphanie Ries. Ça va sans doute vous intéresser cette actu, les groupes parlementaires qui poussent un peu comme des champignons au Palais Bourbon. Après la création d'un 9e groupe la semaine dernière, voici donc un 10e, comme va nous l'expliquer Thomas Després pour sa journée à l'Assemblée. Thomas, où est-il ce soir, Thomas? 8, 9 et 10. Voilà Myriam, le record du nombre de groupes à l'Assemblée nationale est battu. Je vous raconte tout ça. Jingle. Alors c'était la surprise de ce mardi matin, un 10e groupe parlementaire. Après le 9e, Écologie, Démocratie et Solidarité la semaine dernière, voici Agir Ensemble, un nouveau groupe qui se veut être le 3e pilier de la majorité entre La République En Marche et le Modem. Mais à quoi va servir ce nouveau groupe? Avec Clément Perrot, on a posé la question à celui qui va le diriger, le député du Haut-Rhin, Olivier Becht. Bonjour Monsieur le Président. Ce 10e groupe, à quoi sert-il? Il sert d'abord à être au rendez-vous de l'histoire. Nous vivons en ce moment la pire crise économique et sociale, probablement de toute l'histoire moderne. Et donc il faut impérativement pouvoir aujourd'hui reconstruire un nouveau modèle économique, social et environnemental. Donc nous sommes là d'abord et avant tout pour faire bouger les lignes, être une force de proposition constructive qui est en appui des actions du président de la République et du gouvernement. 2 groupes en moins d'une semaine, ça fait un peu beaucoup, non? Si vous voulez, les groupes s'organisent à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est un signe de vitalité de notre démocratie et c'est un signe de pluralisme. Il y a néanmoins ceux qui sont clairement avec la majorité. C'était le cas de l'AREM, c'était le cas également du Modem. Il y a aujourd'hui un 3e groupe constructif aux côtés de cette majorité, c'est Agir Ensemble. Et puis il y a d'autres groupes qui sont plutôt dans l'opposition et qui font valoir une autre voix. Alors dans ce groupe, on retrouve 17 députés, 9 du groupe UDI Agir et Indépendants, 1 du groupe Libertés et Territoires et 7 de La République En Marche qui perd encore des membres. Alors bien sûr, Gilles Legendre s'en serait bien passé, même s'il relativise. Nous n'avons pas souhaité la création de ce groupe. Nous pouvons même nous interroger sur l'opportunité d'une création de ce groupe au moment que nous vivons. L'épine dorsale de la majorité, numériquement et politiquement, reste très clairement La République En Marche. Bref, pour Gilles Legendre, pas de quoi fracturer la majorité. C'est même un épiphénomène pour Bruno Kettel. Le fait que La République En Marche perde 7 membres, c'est pas un sujet? Ce n'est pas un sujet quand je vois combien la pandémie mondiale qui frappe la planète a dévasté des vies nombreuses, y compris dans notre pays, près de 30 000 décès. Ce n'est pas un sujet quand je vois tous les enjeux et les défis qui sont devant nous pour cette fin de saison et surtout pour la rentrée de septembre. Les vrais problèmes, ils ne sont pas dans le nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Si vous savez compter, vous savez que si on divise 577 par 15, on arrive à 38,5, donc on a encore un peu de marge. Alors merci à Bruno Kettel pour cette leçon de maths. Bilan de la journée, La République En Marche perd quelques députés, mais la majorité s'élargit avec un 3e groupe. Pour quelles conséquences politiques? On aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Merci beaucoup Thomas Després, Stéphanie Ries. Ça vous fait quoi, sourire, voire franchement rire, ce 10e groupe? Non, c'est très bien que la majorité augmente en nombre parce qu'on va avoir du travail face à la crise qui est tellement énorme, si vous voulez, ça me paraît presque dérisoire. Ce qui est important, c'est qu'on garde une majorité solide pour pouvoir faire un plan de relance dans les mois qui viennent. Vous y comprenez quelque chose à toutes ces manœuvres, voire petites, grandes manœuvres? C'est pas très important, honnêtement, les Français s'en fichent à mon avis. En tout cas, ceux que je rencontre sur le territoire s'en fichent. Merci Stéphanie Ries. Merci à vous Thierry Amarou d'être venu sur LCP. On va terminer avec le jour d'après, nouvel épisode de notre collection d'entretiens. Ce soir, le professeur Jean Tirole, prix Nobel d'économie, nous a accordé un entretien sur la dette. Qui va payer la facture du Covid-19? Corona Bonds ou impôt coronavirus? Plusieurs scénarios sont sur la table. Regardez. C'est joli ce tableau. Ah ouais, c'est quelqu'un qui s'appelle l'autre B, voilà. Voilà. Je peux l'enlever si vous préférez. Non, pas du tout. Au contraire, c'est très bien. Bonjour Jean Tirole. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors nous allons parler de la dette, de ces montagnes de dettes. L'endettement de la France va s'élever à 120% du PIB, c'est du jamais vu, 9% pour les déficits. D'abord, est-ce que c'est si grave? Il y a des économistes qui vous disent, au fond, circuler n'a rien à voir, les taux d'intérêt sont très très bas,
on peut emprunter, ne nous gênons pas, et puis on remboursera plus tard sur des dizaines et des dizaines d'années. Alors tout d'abord, il est normal que les déficits publics se creusent dans une période pareille. C'est tout à fait normal, il faut des mesures de soutien, et donc pas de problème là-dessus. Le problème, effectivement, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Alors, les économistes qui disent c'est pas grave, de toute façon les taux d'intérêt sont très faibles, ont un point qui est juste, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt sont égaux à zéro, ça veut dire qu'on peut continuer à s'endetter et finalement ne jamais repayer cette dette tant que les taux d'intérêt restent à zéro. Mais il y a deux paris derrière ça. Il y a deux paris. D'abord, c'est que les taux d'intérêt vont pas remonter. Donc, si on parle de... Je suis assez confiant dans le court terme. Dans les 4-5 prochaines années, les taux d'intérêt vont pas remonter parce que, in fine, on va garder les taux d'intérêt bas, les banques centrales vont le faire, etc. Mais si on parle d'une dette à 50 ans, on ne peut pas parier que pendant 50 ans, les taux d'intérêt ne vont pas remonter. L'autre chose qui m'inquiète un peu plus, c'est la spéculation contre les devises. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec l'Italie récemment, dès que l'Europe fait semblant de ne pas soutenir à 100%, juste à 99% l'Italie, les taux d'intérêt pour l'Italie commencent à remonter, avec des spreads par rapport à l'Allemagne qui sont importants. Les spreads, je précise, ce sont les écarts de taux d'intérêt. Les écarts de taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt auquel l'Italie emprunte et le taux d'intérêt auquel l'Allemagne emprunte. Donc il peut y avoir même dans cette période des attaques sur les États, sur les dettes d'État, des attaques spéculatives. Absolument, et d'ailleurs on l'a vu avec la Grèce avant, c'est-à-dire que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, parfois même négatifs, et ça n'empêchait pas qu'il y avait des attaques sur la Grèce ou aujourd'hui des débuts d'attaques sur l'Italie. Et donc là, il y a un phénomène qui est un peu vicieux, un cercle vicieux là, parce que ça veut dire que si on emprunte à des taux d'intérêt élevés, il y a plus à rembourser évidemment au point de vue charge de la dette. Ça veut dire plus d'austérité entre guillemets, et ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile pour les populations de soutenir d'où il y a un risque effectivement que le pays fasse défaut sur sa dette. Cette option-là, Monsieur Tirole, elle est exclue pour la France ? On ne peut pas faire défaut, ce serait trop risqué. C'est risqué, c'est très risqué, parce que quand on fait défaut, ça veut dire qu'il y a perte de confiance dans le pays. Scénario donc hautement improbable en ce qui concerne la France. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, l'austérité arrive immédiatement, puisqu'on doit équilibrer son budget. Et imaginez aujourd'hui qu'on doive équilibrer le budget, ça serait catastrophique. Donc, c'est très très difficile. Deuxième scénario, qui semble très compliqué à mettre en œuvre à l'heure où nous nous parlons, la mutualisation des dettes au niveau européen, les fameux Corona Bonds. Expliquez-nous de quoi il s'agit et au fond, quelle est la probabilité qu'ils puissent avoir lieu. Alors, les Corona Bonds, c'est une mutualisation de la dette. C'est-à-dire que si l'Italie fait défaut sur cette dette, c'est à l'Allemagne, à la France et aux autres pays de payer. Donc, c'est une certaine forme de solidarité. Et cette solidarité, d'une certaine façon, il y a un peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie n'est pas du tout responsable du Corona Bonds. Et donc, ça veut dire qu'on devrait être totalement solidaire avec l'Italie. Et c'est justement à un moment où on devrait être totalement solidaire avec l'Italie qu'on risque de ne pas l'être. Parce qu'effectivement, on a des inquiétudes sur la solvabilité de l'Italie. L'Italie fait défaut. Dans ce cas-là, c'est à l'Allemagne, la France et aux autres pays de payer. Et ça a un gain et un coût. Donc le gain, c'est que ça calme un petit peu la spéculation contre l'Italie. L'inconvénient, c'est que si ça va trop loin, ça peut engendrer une spéculation contre la zone euro tout entière. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle a très peu de dettes, environ 60%. Donc elle peut payer. Mais elle peut payer pour quoi? Pour elle-même, à coup sûr. Mais est-ce qu'elle peut payer pour l'Italie? Et a fortiori pour l'Espagne et la France? Ça paraît hautement improbable. Vous comprenez, vous, d'un point de vue économique, ce manque de solidarité? En tant que citoyen de l'Europe du Sud, je souhaiterais des Corona Bonds, évidemment, parce que c'est dans notre intérêt. C'est moins dans l'intérêt de l'Europe du Nord. Et on a laissé jouer cette fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et maintenant on est en train de la payer d'une certaine manière. Après, on peut faire beaucoup par la BCE. C'est peut-être le scénario le plus probable. L'action de la Banque Centrale Européenne, la monétisation de la dette, expliquez-nous là encore. On voit qu'en ce moment, la Banque Centrale Européenne, dirigée par Christine Lagarde, rachète
de la dette aux différents États de la zone euro et allège de fait leur dette. Comment est-ce possible? Alors, ce que fait la BCE, c'est de racheter de la dette des États souverains et aussi des banques. Donc, on rachète, disons, de la dette italienne. Donc, ça permet à l'Italie, finalement, d'émettre de la dette, puisque les gens qui achètent cette dette savent qu'après, elle peut être utilisée, être rachetée par la Banque centrale. Donc, sans discount, d'une certaine manière. Et donc, ça permet à l'Italie de continuer à se refinancer. Alors, il n'y a pas de miracle. Cette dette reste sur les bilans. Elle ne disparaît pas tout d'un coup comme ça. Pourquoi c'est la meilleure solution, selon vous? La BCE ne peut pas faire faillite. Donc, elle peut toujours émettre des liquidités. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'elle émet beaucoup de liquidités. Donc, ça veut dire que les agents économiques, que ce soit les banques ou les États, ont plus d'argent. Et comme ils ont plus d'argent, ils peuvent dépenser plus. Donc, s'ils peuvent dépenser plus, alors qu'il y a une offre qui est toujours la même, ça veut dire que ça va se traduire par l'inflation. C'est mauvais l'inflation dans cette période? On n'a pas besoin justement d'un petit peu d'inflation pour, d'une certaine façon, rembourser ou en tout cas alléger le poids de la dette? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'inflation allège le poids de la dette. Donc, s'il y a de l'inflation de 3, 4, 5%, je dirais que ce n'est pas la fin du monde. Et même tant mieux, ça allégera un peu les poids des dettes. Si on retourne à un système où l'inflation est 10, 15, 20% ou plus, là, c'est vraiment dommage parce qu'on a mis 30 ans à vaincre cette inflation. On a réussi enfin à vaincre l'inflation. Et donc, avoir de nouveau une inflation très forte, ça serait dommage. Il y a un dernier scénario. Celui-là est peut-être le plus insoutenable dans la période, c'est au fond faire reposer le fardeau sur les contribuables, faire un impôt coronavirus, ou même faire travailler, je prends la France comme exemple, les Français plus longtemps et plus. Se serrer trop la ceinture, ça pourrait compromettre la relance économique, et donc il faut faire très attention de ne pas faire ça trop tôt. Ceci dit, là, on a immédiatement à l'esprit la réforme des retraites. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on a des rapports chaque année qui disent, en gros, le régime des retraites n'est pas pérenne. Donc, il faut trouver une solution. Est-ce qu'on refusera d'améliorer les finances publiques, parce qu'in fine, ça va reposer sur les finances publiques, au moment où ces finances publiques sont très détériorées. Donc, je pense que c'est une décision politique, mais il faut bien réfléchir aux conséquences de cette décision. Continuer les réformes, alors lesquelles précisément? Les réformes, elles s'imposent clairement. C'est-à-dire qu'il va falloir assurer la pérennité de l'État-providence, qui n'est pas assurée, parce que là, avec la dette qui augmente, avec des déficits publics importants, on risque de se retrouver dans une situation où on sera obligé de sacrifier une partie de l'État-providence. Et je ne le veux pas, et je pense que la très grande majorité des Français ne le veulent pas. Donc il va falloir trouver des économies. Alors où? Qu'est-ce qu'on fait précisément? Où trouve-t-on les économies? Je pense qu'il faut réfléchir à la notion d'austérité. On s'aperçoit aujourd'hui que l'Allemagne austère, entre guillemets, a 4 fois plus de place dans les unités de soins intensifs, qu'elle dépense beaucoup plus pour soutenir l'activité que tout autre pays européen, parce qu'évidemment, elle a fait des économies avant. Si on ne suit pas l'Allemagne dans les réformes, on risque le déclassement, nous, Français? On risque le déclassement. Et je dirais de façon plus générale, il faut investir dans l'avenir. C'est-à-dire que notre obsession, c'est la consommation, et on néglige l'avenir. C'est-à-dire qu'on néglige le climat, on néglige l'éducation. La France est catastrophique dans les classements internationaux. On néglige l'université, on néglige un peu tout ce qui va préparer l'avenir en France. J'ai une dernière question. Dans cette période, il y a les pessimistes qui parient sur des convulsions sociales liées à la crise économique qui va être difficile. Et puis il y a les optimistes qui, eux, rêvent d'une forme de nouvel humanisme fait de solidarité sur des biens publics comme la santé. Où est-ce qu'on vous range, Jean Tirole? Moi, je suis un peu entre les deux. Il faudrait qu'on arrive à changer de société maintenant. Penser qu'on va avoir un grand soir et que tout d'un coup, les mentalités vont changer, ça me paraît un petit peu irréaliste, même si je le souhaite. Merci, Jean Tirole, de nous avoir fait partager vos analyses sur cette crise sans précédent. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà donc pour cet entretien avec le prix Nobel français d'économie. Ainsi s'achève cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau Ça vous regarde, 19h30, rediffusion 23h30 et sur la chaîne YouTube d'LCP. Tout de suite votre soirée documentaire, c'est Débat Doc. À demain.